Bonjour à tous. Donc merci à tous d'être présents donc pour notre webinaire autour de l'acculturation des données. J'imagine que vous voyez bien mon support de présentation. Donc comme on l'a expliqué en introduction avec Abdelaziz, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel nous sommes beaucoup sollicités. Nous avions fait déjà une première session un petit peu plus tôt dans l'année et beaucoup de nos prospects, de nos clients, nous demandaient de réaborder ce sujet pour comprendre les enjeux, la méthodologie, les bénéfices et en quoi c'est vraiment un pilier de l'organisation data-driven. N'hésitez surtout pas à nous partager vos questions auxquelles on répondra en direct sur le chat tout au long du webinaire qui durera à peu près 45 minutes. Très rapidement, donc, ce webinaire autour de l'acculturation s'inscrit dans une série de contenus qu'on met à disposition du coup de chacun. Des contenus, alors ça peut être des webinaires en replay, des livres blancs ou même des articles de blog. Et on aborde vraiment tous les sujets liés à la gouvernance des données, la qualité des données, les référentiels de données, l'acculturation, etc. Voilà, tout ce qui permet dans une démarche de conseil de parvenir à l'organisation data-driven. Tout est sur notre site internet, donc n'hésitez surtout pas à les consulter. Du coup, Abdelaziz Joudar, président du groupe Data Value Consulting, voilà, merci d'être là, et moi-même directrice marketing du groupe. Voilà, très rapidement. Du coup, pour démarrer effectivement ce webinaire, on voulait commencer par un constat. Donc, nous avons mené une enquête autour de décideurs data d'entreprises du secteur privé et du secteur public pour vraiment bien comprendre les priorités data 2022 en fait qui émergeaient. Et il est vrai que la gouvernance et plus spécifiquement l'acculturation data sortait vraiment comme étant voilà un pilier à la transformation. Et donc voilà, je voulais en parler un petit peu plus dans le détail. Abdelaziz, je ne sais pas si tu veux commenter ces quelques graphiques qui sont sortis de cette enquête. Bien sûr, donc l'enquête Data Value a été réalisée juste avant l'été et je dirais, c'est un baromètre qui nous permet de non seulement de comprendre les difficultés, je dirais, majeures partagées par nos clients, de comprendre un peu les tendances, les trajectoires je dirais, du marché sur le domaine data et l'acculturation, évidemment sujet de ce jour, est sorti comme étant dans je dirais, le top 3, le top 4 des sujets qui représentent, je dirais, la préoccupation majeure, en tout cas sur 2022, de nos clients. Et donc, si on doit retenir que je dirais, deux graphes de la trentaine qui émaillent ce baromètre, c'est les deux que vous avez sur l'écran. D'abord, le premier et qui indique que seulement 24% des entreprises ont mis en place des plans d'acculturation. Donc, c'est très peu. Donc, on sait que beaucoup d'entreprises, notamment dans le domaine du privé, sont très bien avancées sur le sujet, notamment les grands groupes qui, aujourd'hui, pour la majorité, sur notre baromètre data et notre niveau de maturité, atteignent 3 et pour plein d'autres dépassent ce seuil. Et donc, on n'a pas compris pourquoi si peu d'entreprises, et même celles qui se sont lancées sur les 24%, certaines ont commencé à faire un peu le bilan sur la partie acculturation et apparemment, les résultats étaient moyens. Pourquoi? Parce que probablement, on n'a pas su mener l'ensemble des étapes dans l'ordre et avec je dirais, les prérequis et les points de vigilance qu'il faut pour pouvoir, en tout cas, les faire émerger. Et si on doit aujourd'hui regarder le deuxième graphe à droite, c'est un graphe qui montre en tout cas les perceptions des niveaux d'appropriation aujourd'hui des différents acteurs côté data dans l'organisation. Et là, on va revenir dans la présentation sur plein de profils. Mais sachez qu'il y en a, allez, 4 si on doit vraiment faire de la macro-segmentation. On va avoir le top management, c'est les directions générales, les directeurs de service, les directeurs de fonction, etc. Et on va avoir les directions de métier, c'est tout, je dirais, les patrons de fonction, la RH, la logistique, la production, la R&D. Et là, on est essentiellement dans l'entreprise, mais si on va sur le monde public, donc il y a d'autres
je dirais, d'autres profils qui peuvent rentrer dans ces, je dirais, cette case de direction métier. Et puis, on a essentiellement aussi la direction data ou la data office, et puis l'IT de manière générale. Certains peuvent rajouter une cinquième équipe qui est tout le reste, mais on va essentiellement faire le focus sur ces, je dirais, 4 groupes. Et quand on regarde ces 4 groupes, ben, il y a 2 groupes qui, je dirais, sont à la traîne. C'est les directions générales et les directions métiers. Aujourd'hui, ce focus, en tout cas, nous permet de comprendre aussi, quand on rentre dans le détail, que plus les organisations, quand les organisations data sont anciennes, c'est-à-dire qu'ils ont été intégrés dans l'organisation depuis 4-5 ans, ben, ils commencent, parce qu'ils ont mis en place déjà beaucoup de choses, commencent à traiter les sujets d'acculturation. Et plus les organisations data sont, je dirais, récentes, plus on a observé en tout cas le retard, les écarts par rapport à tout ce qui pourrait se faire sur la partie data. Mais en tout cas, c'est un excellent baromètre que je vous suggère de lire ou de parcourir à minima pour comprendre un peu ce qui sort de ces enquêtes, puisque dans l'enquête, il y avait pratiquement 70 grandes entreprises, ETI, acteurs du public, et elles donnent beaucoup de je dirais, d'informations intéressantes sur l'évolution des programmes data dans les entreprises. Exactement. D'ailleurs, on vous a mis le lien sur la fenêtre de chat si vous le souhaitez effectivement télécharger l'enquête, en tout cas la synthèse de l'enquête. Merci Abdelaziz pour ce constat, effectivement. Et si tu devais définir ce concept un petit peu nouveau d'acculturation data, très spécifiquement, et finalement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est un vrai accélérateur de l'entreprise data-driven? Comment est-ce que tu évoquerais les choses? Bien, écoutez, on a mis une définition sur le slide, mais moi, si j'avais à la reformuler différemment, l'acculturation data, c'est l'ensemble des actions visant à améliorer la compréhension de la data et sa maîtrise dans l'entreprise de manière à améliorer la maturité globale. Et quand on parle d'action, c'est la formation, la sensibilisation, mais on va revenir dans le détail sur toutes ces notions. Mais en tout cas, tout doit concourir à la prise de conscience générale par chacun des collaborateurs pour comprendre l'importance du patrimoine data. Et quand on parle de patrimoine data, c'est non seulement comprendre les notions de base, évidemment, quand on parle d'indicateurs, quand on parle de tableau de bord, de reporting, quand on parle d'algorithmes, quand on parle d'IA, quand on parle de référentiels, les référentiels principaux de l'entreprise, le client, le contrat, l'organisation, les articles, les produits, etc. Ça peut être également la réglementation RGPD, ça pourrait être également les tableaux de bord et leur constitution, qu'on soit sur des stratégiques à destination du top management, direction générale, ou dans les tableaux de bord opérationnels. Donc, il y a énormément de choses qui, aujourd'hui, permettent en tout cas de matérialiser cette connaissance et cette compréhension de la data dans l'entreprise. Et c'est toute cette culture générale qui va faciliter un peu l'avancement vers ce graal je dirais, d'entreprise data-driven. Et on a également, on peut rajouter dans cette culture data de l'entreprise les problématiques de qualité de données, parce qu'aujourd'hui, le gros des problèmes qui va handicaper les programmes data, etc., c'est cette qualité de données. On va voir que la qualité de données, non seulement c'est un énorme problème, mais qu'elle est essentiellement induite par la mauvaise acculturation des acteurs dans l'entreprise. Donc, je ne sais pas si j'ai fait le point sur le sujet. Sur le graphe que nous montre Nathalie, donc on a, je dirais, le retour d'expérience data value sur l'ensemble des phases, l'ensemble des points traités dans le cadre de ce programme data de manière générale. Et ce qu'on a observé, en tout cas, dans toute l'émission qu'on est en train d'aborder pour de la grosse administration, je ne donnerai pas les noms, des grands acteurs du public, quelques clients du CAC 40, des grosses ETI, etc., c'est qu'on a un lien direct entre la vision et la barre violette que vous voyez en bas. Et cette barre violette qui intègre évidemment le mot acculturation.
Pourquoi on a ce lien direct? Parce qu'une fois que l'entreprise veut lancer un programme data, donc elle va démarrer par la vision. Et la vision, c'est ce qui peut sortir, je dirais, d'un travail commun entre consultants ou internes et la direction générale, mais c'est ce qui va aussi émaner dans certains cas de certains schémas directeurs qui peuvent donner des choses. Je vous parle d'exemples qu'on a connus il y a 4-5 ans et qui sortaient dans je dirais, dans beaucoup de programmes et beaucoup de visions, en tout cas dans l'entreprise. On peut prendre le cas le plus simple, c'est les marchés matures. Comme vous le savez, les télécoms, l'énergie, certains autres secteurs aujourd'hui sont d'une phase je dirais, de maturité. Pourquoi la phase de maturité? Parce que la conquête client et la croissance ne se fait plus comme elle se faisait avant. On est arrivé à des taux d'équipement très, très élevés. Et dans beaucoup de schémas directeurs, en tout cas ceux qu'on voyait arriver il y a 5, 6, 7 ans, il y avait, pour ne pas en tout cas parler de ce qu'on reçoit aujourd'hui par pure, je dirais, conscience, confidentialité pour nos clients, on voyait arriver dans ces schémas directeurs, en tout cas la recommandation, le souhait des directions générales de fidéliser les clients. Et quand on va parler de fidélisation des clients, au bout d'un moment, c'est un objectif de l'entreprise, à court, moyen terme. Et quand on parle de fidélisation, au bout d'un moment, il faut la traiter par la data. Il ne suffit pas que d'avoir une carte de fidélité, récupérer des points, etc. Il faut, je dirais, installer, insuffler tout le programme. Et pour pouvoir le faire, au bout d'un moment, on arrive à la data. Et quand on va arriver à cette barre violette, évidemment, une fois qu'on a fait l'organisation, qu'on a traité les ressources, les modèles de delivery, etc., l'acculturation. L'acculturation pour programmer, pour pouvoir en tout cas répondre aux souhaits de la direction générale de fidéliser les clients, au bout d'un moment, on va se pencher sur les données, ouvrir le capot. Et quand on ouvre le capot, certaines entreprises ont des données clients, des données contrats, avec des fins de contrat qui permettent de réagir avant la fin du contrat pour pouvoir prolonger le client, le fidéliser. Ils ont des contrats, je dirais, dans un référentiel bien organisé, chaque contrat est lié à un client. Ils ont la possibilité, via tout ça, et par l'acculturation, de comprendre ce que c'est qu'un client actif, inactif, désactivé, en contentieux, etc. En tout cas, de faire cette segmentation. Ils vont pouvoir aussi, par tout ce qui peut se rattacher dans cette vision 370 clients, de comprendre le client et son segment, par ses factures, ses consommations, ses modes de paiement ou pas, par, je dirais, son historique, son ancienneté, sa signalétique, citadin ou pas, homme, femme, jeune, etc., etc. Et toute cette donnée, quand elle existe, elle permet très rapidement de lancer le programme de fidélisation. Je vais segmenter mes clients, je vais travailler mes référentiels, segmenter mes clients. À ces clients-là, je vais pouvoir faire mes algos de churn, scorer mes clients, etc., etc. Donc, d'une vision stratégique qui émane de la direction générale, soit j'ai les dispositifs qu'il faut pour pouvoir lancer, je dirais, la matérialisation de la fidélisation sur le terrain à travers mon patrimoine de données ou pas. Et c'est la culture data qui va nous permettre d'aller plus vite ou pas. Là, quand l'entreprise sait ce que c'est qu'un client, où est-ce qu'il est dans l'entreprise, quelles sont toutes les informations rattachées au client dont nous disposons, etc. On est beaucoup plus, je dirais, dans un contexte favorable que l'entreprise qui, d'abord, n'a probablement pas de référentiel client fiable, la qualité est mauvaise, les rattachements ne sont pas faits, etc., etc. Donc, c'est un cas qui émane je dirais, de nos clients et qui nous permet, via la partie acculturation, soit d'aller très vite pour pouvoir atteindre les objectifs stratégiques que se fixe l'entreprise ou pas. Et c'est là où l'acculturation peut être un vrai accélérateur. Mais je ne vais même pas vous parler de tout ce qui pourrait être altéré par absence d'acculturation. Donc, on a les problématiques de qualité de données. Et quand on parle de qualité de données altérée, c'est automatiquement les retours sur investissement de plein de sujets qui sont, je dirais, endommagés, détériorés. On parle également de mauvaise définition des rôles et des responsabilités. Et ça aussi, c'est ce qui ressort, en tout cas des audits. Aujourd'hui, quand nous auditons un client sur la data, il y a certains signes forts
qui indique l'absence d'acculturation, en tout cas avancée de l'entreprise. Oui, La data quality, l'absence de rôle de responsabilité bien défini, ça pourrait être aussi le manque de disponibilité de sachants. Et aujourd'hui, on arrive à, bien sûr, des phénomènes qui sont accélérés par le turnover et par plein d'autres choses. ouais. Mais Nathalie, tu voulais. Oui, ouais, je disais, tout à fait et effectivement, plusieurs personnes, dans le chat posent des questions, notamment, sur la partie qualité des données, l'optimisation du traitement des données, enfin l'amélioration du traitement des données et leur sécurisation. Donc ça, j'imagine que tu vas le mettre en relief, sur la fin. Je crois que tu as un slide qui aborde justement, l'acculturation dans le cadre de la gouvernance. Et il y a une autre personne aussi qui pose une bonne question, c'est à quel niveau plaçons-nous le catalogue data dans le schéma d'acculturation data? Le catalogue data, c'est un point important dans l'acculturation. Et là, vraiment, je réponds je dirais, de manière assez spontanée sur le sujet. Aujourd'hui, la première des choses, une fois qu'on a inculqué les notions de base à toute la population de l'entreprise, qu'est-ce que c'est qu'un indicateur, un tableau de bord, un reporting, un dashboard, un algorithme, une IA, etc., etc. On va commencer à parler de données. Mais la première qui est des questions, nous qui sortons de certains webinars, de certaines formations, en tout cas sur le sujet, que nous posent en tout cas les salariés des entreprises, c'est de quelles données disposons-nous et où est-ce qu'elles se trouvent. Et c'est ce qui amène quasiment au premier cas d'usage en relation avec l'acculturation, qui est le data catalogage. Bien sûr, le data catalogage, quand on lui rajoute des flux de données, on arrive très rapidement sur la carto. Donc, nuance à apporter dans le cadre de nos échanges. Un catalogue, c'est vraiment un fichier Excel. Il peut être également sur d'autres outils, etc. De l'ensemble des données dont dispose l'entreprise, où est-ce qu'ils sont. Une fois que vous rajoutez les flux de données entre ces objets métiers de l'entreprise et dans ces process métiers, vous êtes sur la carte. Et donc, je dirais que c'est une excellente question. Le catalogue des données, c'est la première matérialisation de l'aboutissement des premières couches d'acculturation. Une fois que j'ai commencé à installer la culture, je donne, je dirais, la liste du patrimoine data dont je dispose et où est-ce qu'elle se trouve. Là, tout à l'heure, on parlait de la notion de client, ou la notion de si on est dans le privé, ou d'autres notions si on est dans le public. Donner la liste des données dont dispose l'entreprise en les partageant entre la notion de référentiel partageable par toute l'entreprise et les données élémentaires, et en tout cas cette définition d'objet métier, et la première matérialisation de l'acculturation des données. D'accord, OK. Je pense que c'est très clair et donc du coup, cette, mise en place ensuite on va avancer. Ce programme d'acculturation des données va également avoir un impact direct sur tous les processus de mise en qualité des données, de sécurisation des données. En gros, la brique data management un petit peu plus haut. Est-ce que c'est bien ça? C'est exactement ça, parce que dans l'acculturation que j'évoquais depuis le début, au-delà des notions de base, je vais également, notamment, parce qu'on va le voir dans la suite, donc on va alterner à la fois la sensibilisation mais également la formation. Dans le cadre de la sensibilisation, je peux évoquer des sujets légers qui ne demandent pas, je dirais, une concentration importante de la part du salarié. Et dans la sensibilisation, je vais également aborder plein de thématiques. Si elles ne sont pas complexes, peuvent être abordées dans la sensibilisation. Et la sensibilisation, c'est quoi les règles sur les données personnelles, c'est quoi les principes de base sur la sécurité des données, c'est quoi l'open data, en tout cas pour ceux qui sont dans le public et qui ont cette obligation-là. Quels sont je dirais, les systèmes d'échange autour de la data, et là on va évoquer l'APIisation et on va évoquer également d'autres sujets qui peuvent être praticables dans l'entreprise. Donc toutes les notions vont en fonction de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, quand je parle d'acculturation, je ne vais pas installer la culture commune pour tout le monde, etc. C'est pas je dirais le système soviétique de la data. Non, loin de là. C'est le spécifique qui, une fois que j'ai segmenté mes groupes, mes sous-groupes, etc., va être mis en face pour pouvoir
je dirais, améliorer la culture data de chacun des groupes. Donc, je fais vraiment du spécifique, même si j'ai un programme global avec des sujets qui peuvent être transverses et partageables par les uns et les autres. D'accord, OK, je comprends. Donc là, on va y venir sur la partie feuille de route. Il y a juste une toute petite dernière question. Combien de temps pour lister le patrimoine data d'une organisation? Bah, ça dépend de plein de choses. D'abord, du niveau d'acculturation, parce qu'il y a des entreprises qui sont quand même bien avancées, même s'il n'y a pas cette notion de data catalogue et de carto. Mais pour pouvoir le faire, il faut disposer, les prérequis, disposer je dirais, d'une documentation, disposer du temps. Beaucoup d'entreprises n'ont pas le temps et donc font appel à des cabinets de consultants comme nous. Disposer de l'ETP qui va faire l'opération, disposer de la documentation d'un bon niveau qui permet de recenser, en tout cas par domaine métier, je dirais, tous les objets métiers qui peuvent être importants pour l'entreprise. Et puis, généralement, un poste, c'est plan d'occupation du sol qui donne une vision généralement toujours bonne dans l'entreprise parce que l'entreprise continue à décommissionner des applications, mettre en production d'autres, etc. Donc, dans la majorité des entreprises qu'on a vues, ils ne sont pas à jour. Les plans d'occupation de sol donnent une idée sur le patrimoine applicatif de l'entreprise. Et à partir de ce poste, on va pouvoir identifier, je dirais, les applications essentielles. On a vu que généralement, avec un top 10 des applicatifs, généralement, on couvre 80% des données de l'entreprise. Donc, démarrer par ces premières opérations pour initialiser cette connaissance, cette cartographie de la donnée, et puis la maintenir dans le temps. Pourquoi on a matérialisé la barre violette du slide de manière continue? Elle peut s'arrêter comme, je dirais, le recensement des cas d'usage ou la vision. Mais l'acculturation, c'est un processus continu. On va pouvoir le voir dans, je pense, le deuxième ou troisième slide après celui-là. Tout à fait. Et non seulement acculturer, les piqûres de rappel, traiter le turnover, parce qu'on peut acculturer des équipes qui partent, d'autres qui viennent, etc. Donc, il y a un certain nombre d'opérations à maintenir de manière continue, mais l'effort, je dirais, le plus important, ce sont les efforts qu'on fait à l'initialisation d'un programme d'acculturation. Ok, très bien. Donc, parlons-en de cette stratégie d'acculturation data, de ce programme d'acculturation data. Par quoi tu démarres? Le programme est un programme très simple, même si sur celui-là, on a préféré matérialiser les 3 ou 4 questions auxquelles doivent répondre chacune des phases. D'abord, la vision stratégique, j'en ai parlé. Quel est l'objectif de mon entreprise à moyen terme? Qu'est-ce que je veux faire, je dirais, sur un plan purement stratégique et qu'est-ce que je souhaite atteindre comme objectif? Tout à l'heure, on a évoqué le sujet de la fidélisation qui était un sujet, je dirais maintenant, même ancien pour la majorité des entreprises, sauf ceux qui ont grossi, qui ont avalé d'autres entreprises, etc., et qui aujourd'hui souhaitent avoir un programme de fidélisation global. Donc, revenir un peu aux objectifs de l'entreprise. Quel est mon patrimoine de data qui peut m'aider à atteindre l'objectif? Et surtout, est-ce que nous avons la culture pour pouvoir le faire? Parce que même si on a une feuille de route stratégique designée par le top management qui est assez claire, même si on a de la data, si l'entreprise n'est pas acculturée, je vais pouvoir faire très peu de choses. Donc, c'est la culture qui va assurer le ciment, qui va assurer le lien, qui va assurer, je dirais, le démarrage du bon fonctionnement des roues entre les différents acteurs et qui va nous permettre d'avoir, je dirais, de traiter les sujets suivants. Et donc, une fois que j'ai cette vision stratégique, j'ai identifié mes datas, j'ai pu en tout cas identifier l'acculturation comme un prérequis de base. Donc, cette vision stratégique, généralement, c'est soit des sorties de schéma directeur, soit quand elles ne sont pas là pour plein de raisons. Généralement, on arrive à les faire sur 2-3 semaines. Après, on va attaquer la deuxième phase, qui est la phase de mesure et de montée de data. C'est une phase importante, même si aujourd'hui, pour moi, le titre est réducteur, parce qu'on ne va pas faire que le niveau de maturité et sa mesure. On va également travailler sur le patrimoine data. On va revenir à cette notion de cartographie. On va également identifier les cibles. J'ai évoqué tout à l'heure en introduction de cette session 3-4, mais c'est les principaux du top management du métier de l'IT, mais sur l'IT,
On fait généralement des séparations entre la data office, les équipes data et le reste de l'IT. Donc, on a un minimum à 4 groupes. Et sur ces groupes, en fonction de la taille, je peux également faire des sous-groupes. Est-ce que tous mon top management est au même niveau? Il y a aujourd'hui, on sait que, par exemple, dans le marketing, on est très dataphile et que on est en tout cas acculturé quasiment depuis sa tendre jeunesse à la data et que généralement la maturité de ce groupe est bonne. Si maintenant je passe à certaines autres, sans forcément cibler personne, certains autres groupes, on est moins data que le reste. Et je pense que ça pourrait, en tout cas, être la raison de faire du spécifique et l'approfondir. Et une fois que donc j'ai décomposé toute cette population, j'ai fait mes groupes et mes sous-groupes. On nous mentionne dans le chat que la finance aussi est très data-driven. La finance est aussi très data-driven puisque beaucoup de choses autour de la finance, oui. Les budgets, l'élaboration budgétaire, la consolidation, le costing, tout ce que font les contrôleurs de gestion, etc., est à base de data. Et je m'excuse si je n'ai pas appuyé sur le côté dataphile de la finance. Beaucoup également de direction RH le sont aussi. Donc, je fais mes groupes. On nous dit aussi que la logistique et l'industrie est très data-driven. Écoutez, la logistique aussi, l'industrie, le secteur public, etc., etc. Donc, on va dire que tout le monde est très dataphile. Ça nous permettra de continuer en tout cas l'échange. Et donc, une fois que je connais ma data, je connais mes groupes, mes sous-groupes, j'ai plus ou moins peaufiné l'organisation, je vais pouvoir mesurer le niveau de maturité. Le niveau de maturité se mesure par plein de choses. En tout cas, quand nous démarrons un audit chez client, il y a les signes qui montrent des niveaux dégradés de l'acculturation. Mais là, le niveau de maturité, en tout cas de la data, se mesure. Nous avons publié énormément de choses sur ce point-là. Et c'est une notion qui se mesure à travers 5 niveaux, en tout cas pour nous, pour être plus simple chez nos clients, et à travers 3 axes. Le fonctionnel et sa maîtrise, et tout ce qu'il peut générer comme cas d'usage pour les métiers. Le technique, la maîtrise des plateformes, les échanges, je dirais l'agilité avec laquelle on peut faire traiter de nouveaux sujets, l'organisation, etc., etc. Et puis, on va arriver à l'organisation entreprise de manière générale et comment les différentes directions de métier travaillent avec les équipes data et avec l'IT de manière générale. Donc, ces matrices existent. Nous les pratiquons dans toutes nos missions de conseil de mesure de la maturité data et nous permettent, bien sûr, d'avoir un niveau de maturité au démarrage de ces initiatives d'acculturation de data. Et puis, une fois que j'ai les livrables de toute cette deuxième phase, je vais pouvoir attaquer la troisième. La troisième, c'est la réalisation de la feuille de route. La feuille de route, dites-vous bien que l'acculturation de data, ce n'est ni plus ni moins qu'une opération de conduite de changement. C'est du change basique adressé à la data, de ses spécificités à l'organisation. Et comme l'organisation de data-driven apporte beaucoup de petites choses très sympathiques, mais qui concourent à un objectif global très, très intéressant pour l'entreprise, donc il y a cette spécialisation. Donc, on est réellement sur des opérations de change. Et qui dit opération de change, feuille de route de changement. Les feuilles de route de changement, c'est les leviers d'acculturation, comment je vais pouvoir, par rapport à mes groupes, par rapport au compte de base duquel je pars pour pouvoir lancer ces opérations, c'est-à-dire mon niveau de maturité de la data, je vais également pouvoir designer en face de chaque cible, groupe, sous-groupe, les actions. J'en parlais tout à l'heure de la sensibilisation de la formation. Sensibilisation, ça peut être des webinars, ça peut être du hackathon, ça peut être, je dirais, les mardis de la data, une heure de 13h à 14h, ça pourrait être plein de petites choses qui pourront adresser des notions de base de la data ou des notions même complexes, mais qui restent dans le cadre de l'échange d'une heure, 1h30. Dès qu'on passe ces créneaux, il vaut mieux formaliser, je dirais, un acte de formation ou un cursus formation. Le cursus formation rentre dans le détail. Et c'est toutes les actions qui, par rapport à mon groupe, sont dans un plan.
Je dis, aujourd'hui, quand on fait de l'acculturation, c'est 3 mois, 6 mois, 1 an, et puis après, les piqûres de rappel dont on parlait tout à l'heure. Et quand on parle de ce plan aussi, c'est le groupe, les formations que je vais dispenser, les mesures d'évaluation, c'est ce qu'on va voir dans la phase suivante, et qui nous permettent d'avoir une feuille de route. Pourquoi je dirais cette feuille de route? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui donnent les budgets dans l'entreprise, surtout quand il s'agit de programmes transverses comme ça, c'est la direction générale. La direction générale a des droits, le ROI. Combien vont m'apporter ces réponses? Mais également, elle a des devoirs, bien sûr, sur lesquels on va revenir dans le slide suivant. Mais dans ces droits, on doit, pour pouvoir prouver le retour sur investissement, etc., montrer une feuille de route, c'est un planning, c'est des populations, c'est je dirais, un ordonnancement de déploiement de l'acculturation. Si je suis dans des organisations complexes, notamment la grande administration, on a le maillage territorial avec les directions régionales, etc., etc. Ces feuilles de route peuvent devenir compliquées. Dans d'autres cas, pour le monde du privé, on peut également avoir les filiales et avoir tout ce qui tourne autour. Donc, la feuille de route peut devenir quelque chose de compliqué très rapidement. Il faut démarrer par le simple, les principaux groupes, les groupes sur lesquels il y a d'énormes écarts et qu'il faut absolument rattraper pour arriver à la moyenne de maturité dans l'entreprise, et puis les actions ciblées pour pouvoir, je dirais, les remonter très rapidement, en alternant à la fois le lourd, la formation et la sensibilité pour pouvoir en tout cas maintenir également, je dirais, de l'événement rapproché et qui permettra en tout cas aux intéressés de monter très vite. Et puis, la quatrième phase, c'est l'exécution de la feuille de route et de l'amélioration. L'exécution de la feuille de route, je déroule. Là, dans l'entreprise, je peux me baser sur énormément d'équipes qui peuvent m'aider et faciliter les choses. D'abord, les directions de communication. Ils connaissent beaucoup de choses dans l'entreprise. Vous arrivez, soit en tant que salarié, soit en tant que consultant comme nous. La première des choses, les premières réunions à organiser pour moi, à mon avis, c'est les directions de communication. Ils peuvent vous donner énormément de choses. Ce qui marche, ce qui ne marche pas, les habitudes de l'entreprise, qu'on soit en centrale, en région, etc. Il y a aussi des fois certains écarts de perception des choses, je dirais, d'appétence ou pas, etc. Donc, les directions de communication, les labinaux, dans beaucoup d'entreprises, des laboratoires d'innovation, ont fait énormément de choses pour l'interne avant de s'adresser à l'externe. Donc, ils peuvent avoir des outils, ils peuvent avoir des pratiques, ils peuvent avoir déjà des choses sur étagère, etc. Donc, contacter ces deux entités, elles sont importantes dans votre feuille de route et de son exécution. Il y a également, une fois que j'ai commencé à exécuter, à lancer mes projets, il y a l'amélioration et la mesure de l'avancement. La mesure de l'avancement, c'est les KPI que je vais pouvoir installer dans ma feuille de route et qui me permettent, après chaque événement, sensibilisation en formation, de relever la température. Est-ce que les gens étaient là? Est-ce qu'ils étaient intéressés? Qu'est-ce que j'ai pu avoir comme avancement en sortie de formation? Puis après, peut-être attendre une semaine ou deux avant de faire des petites enquêtes, etc. Donc, c'est beaucoup de choses qu'il faut lancer. Mais ce qui est important, c'est l'ordonnancement. Je disais en introduction de cet échange que 24% des entreprises seulement ont lancé l'acculturation et au moins le tiers n'a pas pu avoir les objectifs escomptés parce qu'il n'y avait pas ces mesures, parce qu'il n'y avait pas toute cette sensibilité à introduire dans la feuille de route. En tout cas, aujourd'hui, à travers l'échange qu'on est en train de faire, on vous remonte en tout cas les points de vigilance à avoir sur votre feuille de route. Voilà, Thalie, je pense que j'ai fait le tour. On peut aller à la suite. C'est très clair. Et une question justement au sujet, qui est le maître d'ouvrage principal de l'acculturation data dans une organisation? CDO, COMEX, est-ce que voilà, il y a une personne entre guillemets qui c'est le chef data officer. J'allais revenir un peu dans les points de fin, mais c'est aujourd'hui le chef data officer qui doit être à minima dans le CODIR. À minima dans le CODIR, qui doit avoir en tout cas le sponsoring qu'il faut de la direction générale, qui doit être je dirais le porte-parole, qui doit en tout cas s'il y a une personne à pousser, je dirais supporter, à légitimer, à encourager, et je pourrais donner encore plein d'adjectifs et plein de verbes, c'est le chef data officer, qui doit être en tout cas l'acteur principal de cette feuille de route sur l'acculturation de la donnée, même s'il gère tous les autres chantiers, et ça, c'est quelque chose qui pourrait être traité dans une prochaine session, les rôles du chef data officer, même si on a écrit énormément de choses sur le sujet. Mais le chef data officer, c'est, je dirais, la cheville ouvrière qui va, c'est aussi la tour de contrôle qui va impulser
avec l'appui de la direction générale, et c'est un bout de phrase qu'on répète assez souvent, l'appui de la direction générale pour atteindre les objectifs. Ça ne sert à rien d'acheter, je dirais, 50 formations, des sensibilisations, mobiliser tout le monde, etc., s'il n'y a pas d'appui de la direction générale. Mais vraiment, je le dis avec une conviction forte, si vous n'avez pas l'appui de la direction générale, arrêtez. Ça ne sert à rien parce que le programme n'ira pas loin, ça va être compliqué, etc. Voilà, donc s'il y a une seule phrase à retenir de ce slide-là, allez chercher l'appui de la direction générale. S'il y a un chef data officer, il faudrait qu'il soit légitimé, encouragé, poussé, etc., pour que les initiatives aboutissent, parce que ces initiatives transversent, qui mobilisent beaucoup de monde, etc., la direction générale est un moteur important dans l'aventure acculturation. Ça marche. Merci beaucoup. Je passe très rapidement sur la partie du déploiement parce que tu en as déjà parlé en identifiant des groupes, en exécutant donc effectivement un certain nombre d'actions, que ce soit de l'événementiel, du digital, des actions de cohésion, etc. Et tout ça dans le cadre d'une feuille de route plus globale qui permet effectivement de timer les différentes actions. J'en viens peut-être à un sujet clé, parce qu'il y avait pas mal de questions à ce sujet-là au démarrage, c'est effectivement quel lien entre l'acculturation et tous les autres sujets en fait de la gouvernance des données. Je sais pas si tu... Le slide mesure, je dirais, donne toutes les informations que pourrait avoir l'acculturation avec la gouvernance de données. Là, sur ce slide-là, on a, je dirais, deux axes. L'axe maturité patrimoniale et on a la maturité culturelle. Et ces deux axes, leur croisement, à travers la barre violette, donne un peu, je dirais, les différents niveaux de maturité que peut avoir l'entreprise. Donc, en partant de l'anarchie vers une gouvernance de 2.0, l'acculturation est un peu partout. Et c'est elle qui représente un peu dans beaucoup de bien sûr, quand on fait une cartographie, elle est matérialisée à travers une appli, un fichier Excel ou autre chose qui donne des indications et des informations sur tout le patrimoine data. Mais l'acculturation, ce qui se ressent dans les actions de tous les jours de l'ensemble de l'organisation, accompagne cette gouvernance en maturation de l'organisation de manière générale. Quand on va regarder, par exemple, la barre du bas, qui, pour nous, représente, je dirais, les 5 niveaux de maturité de l'entreprise, en partant d'une situation, je dirais, niveau 1, pas de référentiel, connaissances centralisées, jusqu'à un cycle de données parfaitement maîtrisé par beaucoup de personnes dans l'organisation. On a acculturé pour passer de l'anarchie à l'inventaire, de l'inventaire à la cartographie, de la cartographie à du management de l'information, jusqu'à la gouvernance de données. Et pourquoi l'acculturation est importante? Parce qu'elle va aborder en même temps que tout le reste, tout ce qui a été évoqué, les actions, etc., des choses qui vont améliorer la connaissance de l'entreprise sur les 5 déclinaisons de la gouvernance de données. Bien sûr, après les rôles, les responsabilités, les process, donc on va attaquer les choses lourdes, transverses, qui sont d'abord la connaissance des référentiels. Je sais où se trouvent mes données, mes clients, mes contrats, mon organisation, mes entités à facturer, mes produits, mes articles, etc., etc. Tout ça, c'est la partie, je dirais, référentielle qui, par l'acculturation de la donnée, est, je dirais, reconnu comme patrimoine transverse de toute l'organisation, mais en même temps sanctuarisé dans des applicatifs où l'administration des référentiels est connue, partagée par tout le monde. On maîtrise aussi sur le bout des doigts ce que j'évoquais dans je dirais l'exemple d'entrée. Par exemple, si on doit rester sur le client qui est partagé par l'intégralité des entreprises du privé, l'actif, l'inactif, ces différentes composantes qui créent la fiche client, qui la partagent, etc. Donc, ce sont des notions de base des fonctions de l'entreprise sur la data, appuyées, sanctuarisées par l'acculturation et ces différentes actions. Quand on passe à la suite, la qualité de données, aujourd'hui,
Quand vous dites par exemple à un agent qui est en train de saisir une fiche client chez un assureur, qu'il faut absolument remplir ça, s'assurer que le code est bon et que tout est partagé, on a les bons formats de date, on remplit tous les champs, même les optionnels, etc. On améliore grandement la connaissance de l'entreprise dans la data. Des fois, pour perturber un score d'appétence produit, de churn, etc., on joue mais vraiment à la donnée près. Et c'est cette donnée qui a été renseignée par un agent à l'ouverture du contrat ou même après, dans le cadre d'un déménagement, etc., qui peut faire toute la différence pour basculer un client à rattraper vers un client sur lequel on est complètement sûr de la fidélisation. Donc, la qualité de données, c'est, je dirais, la matérialisation première du bon niveau d'acculturation de l'entreprise. Après, on va avoir tout ce qu'on a évoqué, le dictionnaire, on va avoir le glossaire. Alors justement, autour du catalogue, il y a une petite question. Qui, selon toi, doit cartographier, cataloguer la data? Est-ce qu'il faut partager cette tâche avec des référents type des data stewards au sein des métiers, ou est-ce qu'une seule personne, entre guillemets, est en charge de cette liste? Je dirais, en général, tout le monde. Pourquoi? Parce que j'évoquais tout à l'heure le POS. Le POS, le plan d'occupation des sols qui donne toute la cartographie applicative est gérée chez des urbanistes, qui sont des architectes urbanistes. C'est des équipes en fonction de l'organisation des entreprises. On peut avoir des organisations, je dirais, des profils différents. Mais on va plutôt s'appuyer sur cette équipe pour avoir la première base de travail. À partir de cette base de travail, je vais commencer à identifier je dirais mes objets métiers. Mes objets métiers, je peux les recenser parce que je suis un bon consultant et je vais m'appuyer sur la bonne documentation, etc. Mais je dois absolument me les faire valider par les métiers. Une fois que les métiers m'ont donné leur go, écoutez, c'est plutôt, je dirais, les équipes data qui vont centraliser toujours en copilotage métier cette information sur une appli, sur une centrale, sur un intranet. Les représentations sont hyper nombreuses et on peut fonctionner avec un outil. Je ne donnerai pas de nom pour ne pas se fâcher avec les éditeurs, mais même un fichier Excel, des fois, il fait l'affaire. Hein. C'est pas méchant, même si c'est vraiment très compliqué à installer dans le temps. Et puis, on a à chaque évolution des applications, des mises à jour à pouvoir faire. Beaucoup d'entreprises qui se sont allées très loin dans l'acculturation ont instauré en fin de projet, mise en production d'une application, énormément de choses à mettre à jour. Se posent les problématiques de recensement de l'information, voire autre chose. Et ce n'est qu'après ces opérations qu'on considère qu'un projet est définitivement mis en production. Donc voilà, donc c'est tout ça à la fois. Après, donc, il y a deux déclinaisons de la gouvernance. Donc, j'ai l'organisation de la donnée. L'organisation de la donnée, aujourd'hui, excusez-moi le terme, qu'on soit dans le data warehouse, dans le data lake, des choses hybrides, même dans un infocentre pour des clients qui ont investi il y a 20 ans et qui continuent à fonctionner avec les mêmes plateformes. On a une organisation data qui est également l'objet d'acculturation. Où est-ce qu'ils sont mes données brutes, où est-ce qu'ils sont mes données élémentaires, où est-ce qu'ils sont mes données agrégées, historiques, techniques, et la liste est très longue. Et ce n'est que grâce à la connaissance de cette organisation de la donnée dans l'entreprise qu'on peut mieux s'en sortir. Aujourd'hui, on est arrivé sur des organisations totalement autonomes. Aujourd'hui, beaucoup de directions marketing dans les entreprises moins acculturées qui ne peuvent rien faire sans l'appui des techniciens, de le data office, etc., etc. Donc, l'organisation de la data, quand on l'a fait connaître dans le cadre de toutes les opérations et initiatives d'acculturation de la donnée, peut être aussi un générateur de valeur inestimable. Et puis le dernier point, c'est la sensibilité des données aujourd'hui. Le RGPD a introduit beaucoup de choses, on est en train de voir arriver beaucoup d'autres réglementations, et ce dernier volet est important aussi à adresser dans le cadre de l'acculturation. Connaître les données de l'entreprise à travers le catalogue ou à travers la carto, leur sensibilité, que ce soit pour le business ou dans le cadre de la gestion de données personnelles, excusez-moi, pardon, est un point aussi important
qui doit être adressé aussi dans le cadre de l'acculturation et qui fait partie, en tout cas, des points sur lesquels et des domaines sur lesquels on peut faire de la mesure pour pouvoir mieux appréhender l'avancement de l'acculturation dans l'entreprise. Aujourd'hui, quand on crée de la donnée, quand on la modifie dans le cadre d'un cycle global de la donnée à travers toutes les opérations qu'on fait tous les jours et qu'on adresse au fur et à mesure soit la pseudonymisation, l'anonymisation de l'information et toutes les opérations de protection, c'est un signe d'acculturation fort dans l'organisation. Ok, très bien. Merci Abdelaziz. Alors, il y a des questions très intéressantes, mais peut-être pour finaliser, entre guillemets, pour clore, entre guillemets, ce sujet, est-ce que tu as des conseils, en fait, pour aider les organisations à démarrer sur ces sujets liés à l'acculturation? Pour aider les organisations, on peut bien sûr mettre un slide rempli, mais on a préféré 3 points. Aligner donc l'acculturation COMEX métier IT, c'est un point important. Si je dirais, là, il faut qu'on ait à l'esprit, je dirais, la notion du maillon faible. Si aujourd'hui on a un maillon faible sur les 3 qui est moins acculturé, il peut fortement perturber toute la mécanique. Aujourd'hui, on peut avoir des métiers bons, de l'IT, je dirais, au top, etc. Si le commerce ne suit pas, on n'a pas de budget, on n'est pas soutenu, on n'est pas poussé, on est désavoué, etc., etc. Et ça va être compliqué. De même, quand le commerce pousse pour la data, les métiers aussi, et qu'on a une IT qui n'est pas au rendez-vous. Parce que turnover, parce qu'on n'a pas recruté, parce qu'on n'a pas traité de JPEG, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le cadre de l'IT. C'est un programme très important et j'espère qu'on aura 2-3 minutes pour dire des choses. C'est un des moteurs qui pourrait venir en tout cas appuyer ces actions qu'on fait autour de l'IT. Mais en tout cas, l'alignement de l'acculturation sur un minima les 3 groupes est important. Il ne faut pas qu'il y ait dans l'entreprise un maillon faible. Maintenant, qu'on a aligné tous les 3, j'en ai mis mettre le focus sur les bonnes pratiques d'exploitabilité de la donnée. Là, il y a des bonnes pratiques qu'il faut avoir au quotidien. D'abord, essentiellement sur les métiers. En tout cas, le point est purement métier. C'est éliminer les données cachées, éliminer les données verrouillées que peuvent dans le cadre, je dirais, de l'informatique, des placards qu'on peut avoir dans les métiers, éliminer tous ces nids de désordre dans l'entreprise puisque ils sont pas vus, on peut pas les protéger, on peut pas les exploiter, en cas de problème on peut pas les réinstaller, etc. Donc éviter la donnée cachée, verrouillée, mal documentée, mal saisie, etc. dans la pratique quotidienne des métiers. Ça c'est un point important. Et le dernier point, alterner sensibilisation et formation. C'est un point sur lequel on a déjà dit quelques mots. Si on fait du lourd, personne ne vous suit parce que les métiers comme les informaticiens ou les consultants, ils ont une vie très chargée dans l'entreprise, ils ont des agendas assez remplis et donc il faut trouver les bons moments, il faut faire du spécifique parce que on n'est pas, même si la mesure de la maturité peut, je dirais, donner un niveau uniforme. Si l'entreprise est 2 sur 5 ou elle est 3 sur 5, tous les collaborateurs ne sont pas 3 sur 5. Les entreprises peuvent avoir des niveaux très bas, des nouveaux sortants, des mutations, des upskills, etc., qui peuvent être des entrants dans le domaine de la data, même pour également avoir des experts parce qu'ils ont fait énormément de choses. Et je dirais toutes les directions métiers qu'on a évoquées tout à l'heure peuvent être dans ce cas-là. Donc, alterner la sensibilité de formation et de sensibilité peut monter très rapidement tout le monde de manière à avoir cette homogénéisation, mais en même temps laisser des moments à travers une formation lourde qui peut durer une journée ou 2 ou 3. On a dans 2-3 semaines une petite action de sensibilité sur un sujet qui peut être maîtrisé ou pas par, je sais pas, la donnée sensible ou la donnée personnelle et son traitement, les échanges d'informations, en tout cas plein de sujets sur lesquels on peut revenir et qui peuvent être, je dirais, des moments d'accalmie où on n'est pas
matraqués par les programmes data, parce qu'il faut comprendre aussi je dirais, le quotidien des métiers tous les jours. Et pour pouvoir bien faire sa feuille de route, il faut non seulement alterner, mais en même temps comprendre aussi les saisonnalités où les emplois du temps sont débordent. Ça, c'est important. D'accord. Il y a juste, 2 petites questions, qui sont intéressantes en termes d'outillage sur la partie, j'imagine, data management largement. Est-ce que tu privilégies plutôt, une suite, enfin des outils intégrés qui englobent tout ou vraiment, du best of breed, en gros aller chercher, le meilleur outil sur chaque, cœur de métier, sur chaque niche et cetera? C'est quoi ta conviction en termes d'outillage, en fait? La conviction pour moi, c'est, je dirais, la famille d'outils intégrés. Mais le problème, c'est que on a fait plein d'études de choix d'outils pour plein de clients. Et aujourd'hui, ces suites, même s'il y a beaucoup de choses dedans, peuvent répondre à 65-70% des besoins d'une entreprise. C'est pour cela que quand on fait du meilleur de chacun des outils, on arrive à couvrir les 100%. Mais il y a le revers. Le revers, c'est maintenir plusieurs choses, former sur plein de choses, multiplier l'effort d'acquisition qui est plus important et plus conséquent et plus coûteux surtout. Parce qu'on va faire 3 contrats, on va faire 3 opérations de maintenance, 3 formations, etc. Quand on a la possibilité, et l'entreprise, je dirais, à travers les nuances sur les critères de choix d'outils, entraîner ce qu'on peut appeler la pondération, on pourrait, je dirais, volontairement délaisser certaines fonctions qui ne seraient pas couvertes par certaines familles d'outils. On se dit 70% de mes besoins couverts, c'est un objectif sympa. Donc, tout dépend des organisations et de ce qu'on veut faire, mais la recommandation qu'on fait à beaucoup de nos clients, c'est d'introduire la pondération dans les mesures, mais en même temps, se satisfaire de 70% aujourd'hui, quitte à avoir des compléments à côté, est un très bon objectif pour se simplifier la vie après. Parce que dites-vous que des outils, on en a pour 10 ans quand on les achète, quand on ne les met pas à la poubelle la deuxième année. Et on en a pour 10 ans, il faut gérer les contrats, il faut gérer les formations, il faut gérer les montées de versions. Il y a énormément de choses à faire. Et il ne faut pas que l'acculturation de la gouvernance soit, je dirais, la cause de la profusion d'outils inutiles. Mais d'abord, démarrer tout petit. L'Excel peut des fois répondre à beaucoup de choses. Et quand on a installé les bases, à ce moment-là, on passe à l'outil. Tout mettre dans l'outil dès les premières initiatives, why not, si on a les capacités, les ETP, les moyens, les budgets et tout le reste. Je comprends. L'outillage n'est pas la solution, quoi. On va d'abord comprendre l'organisation. Merci. Et alors, il y a juste une dernière question, mais je voulais dire juste avant. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés pour aller plus loin ou pour aborder des sujets un peu plus spécifiques qui sont liés à vos problématiques, à votre organisation, n'hésitez pas à nous le mentionner sur le chat ou à répondre à l'email de Marie de Vévrot pour que vous puissiez programmer en fait un échange avec Abdelaziz en direct dans l'après-midi ou dans les jours à suivre, voilà, pour approfondir certaines choses. Donc, juste toute dernière question qui va, je pense, clore un petit peu le sujet. Effectivement, une personne expliquait que dans la notion d'acculturation, il y a effectivement le mot culture. Et une culture à changer, ça prend du temps. Et parfois, il y a des résistances. Quel conseil de ton expérience est-ce que tu donnes pour justement éviter de consacrer trop d'énergie à ça et de délaisser certains autres chantiers stratégiques à la mise en place d'une gouvernance? Il y a énormément de choses. Bien sûr, le travail de départ qui va installer la culture est un travail qui demande du temps. Tout à l'heure, je parlais de 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. C'est des programmes qui s'installent dans le temps. On peut, par l'initialisation d'un certain nombre d'actions, régler pratiquement 80% des prérequis pour pouvoir installer la culture, mais on a toujours le 20% qui reste, c'est ce que je vais déployer sur la première année, deuxième année, etc. Une fois qu'on a fait, je dirais, les premières formations, les premiers événements de sensibilisation, etc., avoir un support, un intranet, je dirais, un programme, je dirais, de formation à l'arrivée d'une ressource qui soit aussi, qu'on soit supporté par la RH, qui nous aide beaucoup, la communication
on arrive à se faciliter les choses. Donc, utiliser toutes les fonctions de l'entreprise quand elles sont là et qui peuvent apporter des choses. Et également, la culture, c'est aussi la vidéo qu'on va mettre sur l'intranet, c'est aussi le support qui est partageable et qu'on peut consulter à toute heure. Et on peut également l'avoir sur soi. C'est aussi profiter de certains événements pour faire la piqûre de rappel. Donc, c'est la notion de piqûre de rappel qui va installer la culture dans le temps. On peut arrêter quasiment l'activité, toute l'entreprise, former tout le monde. Si on n'arrive pas à maintenir, je dirais, la culture de rappel dans le temps, au bout de 6 mois, parce que le DAF n'a pas que la data à faire, il a énormément de choses à gérer, la RH aussi, etc. L'opérationnel prend le dessus sur les acquis d'une formation. C'est pour ça que c'est important d'avoir ce traitement sur la durée. Et puis, la mesure aussi, l'indicateur. Quand on arrive à installer des KPI d'acculturation dans l'entreprise, qui peuvent être très, très nombreux, chaque entreprise, je dirais, a ses propres mesures et ses propres critères d'avancement. Quand on arrive à installer ces tableaux de bord, les suivre, ça aussi, ça donne des tendances très, très sympathiques sur lesquelles appuyer et maintenir la culture dans la durée. Donc, on peut jouer sur énormément de choses pour pouvoir, pour pouvoir en tout cas maintenir la culture dans la durée. Et chaque entreprise, je dirais, a ses habitudes, a ses points de force qu'il faut absolument sanctuariser dans le cadre de ces opérations de change, mais également a ses faiblesses qu'il faut savoir identifier dès les premières semaines et apporter un traitement soutenu pour que la culture s'installe une fois pour toutes. Tout à fait. Un mot sur nous? Un mot sur Data Value? Data Value, très rapide. Jeune entreprise, mais vraiment 5 phrases. Création 2015, 7 ans. Le groupe fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. On accompagne beaucoup de clients. On intervient sur toute la chaîne de valeur, de la data, du conseil très amont, la stratégie, les cas d'usage, l'accompagnement sur l'identification du plateforme et de plein d'autres choses, dont aussi beaucoup de sujets autour de l'acculturation. 40% de nos clients, c'est de la grosse administration, beaucoup de grands ministères, l'armée, la justice, l'éducation nationale, la douane, et beaucoup d'agences de l'État dans les 40%, et les 60%, c'est les privés. Le privé, c'est beaucoup de clients du CAC 40, mais la grosse ETI qui arrive aussi aujourd'hui avec plein de choses très innovantes sur la data, et même certaines grosses PME qui nous font confiance pour les accompagner sur les programmes data. Voilà. Exactement. Tout à fait. Donc merci à tous d'avoir été présents. Il y a eu plein de questions et je vois que dans le chat, voilà, il y a beaucoup de remerciements, etc. Donc bien sûr, on vous enverra le support, le replay. N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez approfondir certains sujets avec Abdelaziz ou nos experts de la gouvernance et de la culturation. De notre côté, on a bien noté qu'il y avait certains sujets peut-être à exploiter dans nos futurs webinars, à savoir la partie référentielle, la partie data catalogage, etc. Donc voilà, encore une fois, être à votre contact, ça nous permet de... Oui, dis-moi. Le référentiel est prévu, je pense, sur les échanges de décembre de mémoire. Tout à fait, exactement. Ouais. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup, merci Abdelaziz pour ton temps. C'est moi qui vous remercie et puis à très vite pour de nouvelles sessions. C'est ça, exactement. Merci à tous, très bonne journée. Au revoir. À très vite, au revoir, merci beaucoup.